Donc Michel Solowkost, qui nous réunit tous ici, qui nous fédère et qui, à travers son art, ses recherches, sa littérature, nous fait voyager par son réseau, comme disait Jean-Marc Assine, mais aussi ses voyages, ses perspectives et des années d'expérience. Merci Mélodie et merci à toute l'équipe d'avoir organisé cette magnifique journée. Et je suis très ému parce que je vais vous dire que, en fait, je regardais les dates, je regardais mes cahiers d'adolescents et en fait, je peux dire que j'ai commencé à m'intéresser à la prospective il y a environ 50 ans en lisant à peu près à ton âge, parce qu'on a un jeune étudiant de 15 ans dans la salle. Merci d'être là. Et effectivement, je lis De la Terre à la Lune de Jules Verne. Et j'ai pensé que c'était très intéressant de partir de là, tout simplement parce que ce roman est écrit en 1865. 1865. Et mon premier pas dans la prospective, il y a 50 ans, j'avais environ 15 ans, c'est de lire De la Terre à la Lune. Et Jules Verne était d'origine de quelques kilomètres d'ici. Et Jules Verne est devenu, comme vous le savez, un des plus grands auteurs de science-fiction. Il est traduit pratiquement dans toutes les langues. Et ce roman absolument extraordinaire est très précis. C'est-à-dire que Jules Verne, en faisant des calculs mathématiques, arrive à prédire l'endroit d'où partira effectivement Cavarena, enfin, le lieu où est partie effectivement la fusée américaine. Alors évidemment, ce n'est pas exactement comme dans le roman, il y a des anachronismes, comme on dit, mais malgré tout, en 1865, Jules Verne a cette vision qu'on va aller explorer la Lune. Donc tout ça, c'est pour dire que la prospective, ce n'est pas nouveau. Mais en même temps, si vous n'avez jamais entendu parler de prospective, si vous ne connaissez rien de la prospective, c'est tout à fait normal. Parce qu'effectivement, la prospective, comme ce qui a été dit très bien par Jérôme Villon, c'est vraiment né après la guerre. Enfin, le terme prospective, ou en anglais Future Studies. Alors, pourquoi c'est né à ce moment-là, même si la prévision, même si l'anticipation à travers l'histoire de l'humanité a toujours été présente? Tout simplement parce que, comme on le dit souvent, diriger, c'est anticiper. On ne peut pas diriger, on ne peut pas prendre une décision sans automatiquement avoir une certaine vision de l'avenir. Donc la prospective a été toujours présente. On a même des cas très bien documentés de Romains qui tuent des oiseaux pour après lire le futur dans le foie de l'oiseau. Enfin, il y a eu des tas de techniques comme ça très sophistiquées dans le passé. Mais qu'est-ce qui se passe après-guerre qui fait que le terme prospectif prend sens et future study prend sens? Et Jérôme l'a très bien dit, c'est-à-dire que brusquement, l'humanité se trouve confrontée à un contexte complètement différent de toute l'histoire humaine. Elle se trouve confrontée dans quelque chose qui a été très clairement exprimé ces quelques dernières années, c'est l'anthropocène. C'est-à-dire que petit à petit, on passe en 1850 1 milliard d'êtres humains. Depuis la nuit des temps, on était quelques millions sur la planète. Nous étions une espèce parmi les autres. 1850, on est 1 milliard. 1950, on est déjà 5-6 milliards, et bientôt on sera 7, voire 8 milliards d'êtres humains. Donc, anthropocène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est devenu la principale force qui transforme la planète. C'est une situation qui n'a aucune commune mesure avec toute l'histoire de l'humanité. Et ça nous donne une immense responsabilité, parce que nous avons absolument tous les moyens technologiques et spirituels et philosophiques et aussi une fantastique capacité à mieux comprendre notre propre histoire, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, on a tous les détails de nos étapes. Là, j'étais encore en train d'écouter hier soir Arte, et je voyais une émission sur les hommes préhistoriques d'il y a 1 million d'années, enfin, où on retrouve des traces et on essaie de comprendre comment ces hommes vivaient déjà à l'époque. Donc, on a une compréhension extraordinaire de l'évolution humaine au moment même où
c'est très nécessaire de bien comprendre cette évolution, puisque nous sommes confrontés, nous sommes devenus la principale puissance, et d'ailleurs, comme nous l'avait d'une certaine manière annoncé la Bible, en disant « multipliez-vous et devenez les maîtres de cette planète ». Aujourd'hui, nous sommes les maîtres, mais ça nous donne une immense responsabilité. Et on voit bien que dans les alertes répétées depuis les années 70 au MIT avec le Club de Rome, lorsqu'on fait les premières modélisations planétaires et on s'aperçoit que la croissance exponentielle risque de buter à un moment donné sur des limites, et notamment à partir de 2020, eh bien, on se rend bien compte qu'il va falloir être capable d'envisager le futur, de regarder loin, profond, de se poser des questions. Et ce qui est réquisitionné dans l'homme, c'est son humanité la plus profonde. C'est sa capacité à faire sens. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre? Ça nous renvoie à cela. Est-ce que nous sommes une espèce, comme beaucoup, appelée à disparaître, ou est-ce que nous avons un destin particulier, une responsabilité particulière par rapport à cette Terre? Et ça va se jouer dans ces 10 prochaines années. Ces 10 prochaines années sont claires, sont très précises. Ce n'était pas avant. Ce ne sera pas après. Ça ne sera pas après parce qu'après, il sera trop tard. C'est comme le virage. Vous arrivez dans un virage avec une voiture à une certaine vitesse. Eh bien, si vous ne tournez pas le volant assez tôt, vous rentrez dans le mur. C'est aussi simple que ça. On est à un virage, un grand virage. Et l'humanité qui a eu la puissance extraordinaire à travers son succès exceptionnel en tant qu'espèce, de se multiplier, de croître jusqu'à devenir la première puissance qui, littéralement, redesign complètement la planète, eh bien, ça peut se tourner en une chose absolument extraordinaire, puisqu'à ce moment-là, l'humanité commencerait sa vraie histoire au sens où elle redessinerait la planète portée par le sens spirituel dont l'humanité est porteuse, ou alors elle risque tout simplement de disparaître. Donc la prospective, elle est aujourd'hui pas un nice to have, elle devient absolument essentielle. Et si vous n'en avez pas entendu parler dans le passé, c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies pour la rendre aussi essentielle. Et effectivement, pendant ces 50 dernières années, quand on regarde, et nous-mêmes, on a tissé pendant 50 ans sans doute le plus grand réseau de prospective, on a été un peu partout sur la planète, rencontrer les plus grands prospectivistes de la planète, parce qu'on était passionnés par cette question, et je dis nous, parce que certains d'entre vous dans la salle, notamment Karine, a participé à cette magnifique aventure, où nous sommes allés rencontrer les plus grands prospectivistes de la planète. Il va y avoir ce soir une des plus anciennes, qui est un peu la doyenne de la prospective, qui a participé à toutes les grandes aventures de la prospective, la World Future Society, la World Future Study Federation, les grands réseaux de prospective qui réunissent les milliers de prospectivistes qui aujourd'hui travaillent sur les grands enjeux planétaires. Eh bien, ce petit groupe d'êtres humains était très limité. C'est pour ça que très peu de gens connaissent la prospective. Je pense qu'il y a beaucoup plus de mathématiciens, mon frère est mathématicien, je pense que la communauté des mathématiciens, par exemple, est beaucoup plus large que la communauté des prospectivistes. Alors, qu'est-ce que c'est que la prospective? Alors déjà, c'est facile à définir en disant tout ce que n'est pas la prospective. Premièrement, et je vous rassure là-dessus, la prospective, parce que certains le disent dans les couloirs, ils disent « Ah, on ne veut pas de la prospective c'est la planification. » Non, ce n'est pas du tout la planification. Déjà, la prospective, ce n'est pas la planification. On pourrait même dire que c'est l'anti-planification. Parce que la planification, comme l'a très bien dit Jérôme Vignon, nous a montré, nous a rendus modestes. Combien de planifications se sont plantées, entre guillemets, comme on dit, d'une manière un peu triviale. Donc, toute l'histoire de la planification nous a montré à quel point c'était important d'être modeste en prospective. Donc, ce n'est pas la planification. Ce n'est pas non plus une prédiction, tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui, d'une manière indubitable,
que si vous avez un ensemble complexe d'agents libres, vous mettez 10 personnes dans une salle, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est impossible de savoir, même uniquement 10 personnes, qu'est-ce que ça va donner. Parce que chacun va agir à sa manière et il est imprévisible. Alors quand vous avez 7 milliards d'êtres humains sur la planète Terre, avec chacun une certaine capacité de liberté et d'initiative, ça serait absolument délirant de croire qu'on peut faire de la prévision. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en prospective compte tenu de cette modestie essentielle qu'on doit avoir et garder toujours à l'esprit? Ben déjà, il y a une dimension essentielle, capitale, qui est au cœur d'ailleurs du projet de cette université, c'est que la prospective nous amène à développer notre culture. C'est-à-dire que la prospective, c'est déjà s'intéresser aux mathématiques, s'intéresser à la science, s'intéresser à l'art, s'intéresser à la technologie, s'intéresser à tous les domaines, à l'interdisciplinarité. Aucun prospectiviste ne peut s'enfermer, sinon de devenir aveugle, dans une des dimensions. Alors, certains prospectivistes simplifient les choses et font de la prospective technologique purement. Certains autres font de la prospective économique. D'autres font de la prospective sociologique. Mais vous voyez que dès que la prospective s'enferme dans une discipline particulière, elle se réduit et elle perd son véritable ambition, qui est justement de croiser les disciplines. Et ce travail de croisement des disciplines qui pose des questions épistémologiques très délicates, très délicates, parce que les sciences, chacune des disciplines a tendance à construire ce qu'on appelle des ontologies cognitives, c'est-à-dire une certaine manière de connaître. Or, la prospective, ça va être de pénétrer ces différentes ontologies cognitives et d'être capable de s'en emparer et de faire des comparaisons ou des croisements. Ce qui est absolument une jonglerie extrêmement délicate. D'abord parce que rentrer dans une ontologie, dans une épistémologie, par exemple, devenir un bon mathématicien, ça prend en général toute une vie. Alors, comme me disait mon petit frère qui est mathématicien, je lui demande: est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu fais? Il me dit, bah, tu sais, pour expliquer à un autre mathématicien ce que je fais, il faut à peu près 10 ans. Alors toi qui n'es pas mathématicien, si tu veux comprendre ce que je fais, il va te falloir à peu près un siècle. Et sur ce, il me tourne le dos et il s'en va. Et je le rappelle, je lui dis, bah, écoute, ce que tu viens de me dire m'intéresse énormément. Déjà, tout ce que tu viens de me dire, ça m'intéresse énormément. Parce que moi, en tant que prospectiviste, cette question de l'enfermement de chacune des sciences dans une sorte d'ésotérisme impossible à comprendre, ça me pose vraiment question. Et je pense que c'est une vraie question par rapport à l'avenir. Et je crois aujourd'hui, effectivement, qu'on est tous pris dans une sorte de fantastique centrifugeuse où, regardez autour de vous, on a eu d'ailleurs un colloque sur le futur de l'éducation dans une des universités les plus éminentes en sociologie, la première université de la planète en sociologie qui était à Stanford, et certains professeurs faisaient remarquer qu'on faisait, alors c'est pas moi qui ai employé ce terme, hein, il disait on fait des singes savants. Alors pourquoi il disait qu'on faisait des singes savants? Le système éducatif mondial est en train de fabriquer des singes savants. C'est pas moi qui le dis, hein. Je n'oserais pas dire ça, mais singe savant, c'est tout simplement que, effectivement, le modèle économique et la compétition du modèle académique fait qu'un doctorant, il a tendance à de plus en plus se spécialiser sur une petite question, la patte gauche de la mouche tsetse. Et il va tout lire sur la page gauche de la mouche tsetse en Afrique du Sud. Voilà. Mais c'est tout à fait nécessaire parce que la science, et Descartes l'explique très bien, la science est construite dans cette logique
de petit à petit couper en morceaux et petit à petit creuser chacun de ces petits morceaux. Et c'est tout à fait nécessaire et ça a été extrêmement fructueux puisque l'ensemble du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui au niveau académique a été construit de cette manière-là et montre une efficacité extraordinaire à résoudre toute une série de problématiques. Mais on voit bien que face aux grands enjeux planétaires d'aujourd'hui, brusquement, cette capacité à diviser, à compartimenter, devient extrêmement dangereuse. Parce que pendant qu'on s'occupe de la passe gauche de la Moutsetse, en Afrique du Sud, on passe à côté du fait que, tout simplement, la planète est en danger et que l'humanité risque de disparaître. Quand vous parlez, par exemple, à mon frère mathématicien qui, très gentiment, je tente, moi, de lui expliquer ce que je fais, il me dit, écoute, de toute façon, Michel, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon domaine, ça ne m'intéresse pas, voyons. N'essaye pas de me parler de tes questions, ça ne m'intéresse pas. Mais vous voyez que c'est tout de même un peu dangereux parce qu'on a, du coup, beaucoup de personnes qui n'ont pas les connaissances pour s'intéresser à de vastes sujets aussi complexes que la prospective. Après, on a des gens extrêmement savants, mais segmentés dans leur savoir, et qui sont des centaines de milliers, et qui sont en plus extrêmement légitimes, puisque le système académique est construit dessus. Et puis alors après, qui reste pour s'intéresser au futur, au sens du destin humain, du sens, de la manière dont on construit ce sens? Il ne reste plus grand monde. Alors souvent, c'est des personnes qui ont échappé au cursus habituel. Alors il y a des personnages haut en couleur comme Edgar Morin, par exemple, reste un grand prospectiviste. Mais c'est des parcours de vie très particuliers. Et puis, je vous questionne, est-ce qu'aujourd'hui, au CNRS, puisque Edgar Morin était au CNRS, on accepterait un Edgar Morin aujourd'hui? Justement, on est dans une telle spécialisation des tâches que ça ne serait absolument pas sérieux. Je pense que le CNRS ne recruterait plus des gens aussi flous dans leur identité que quelqu'un comme Edgar Morin.